30 glorieuses, ce qu'on a vécu les 30 glorieuses, c'était le début. Et ça a été laborieux, on a commencé à voir les forêts dans les années 50, pas avant. C'est après 68 là, que ça a bien démarré, après les grèves de 68. On est allé sur la Lune, après nous. Il y a eu un progrès énorme. Crespian se partage en deux quartiers autrefois bien distincts, celui de Vielle, le plus ancien, et celui du chemin construit le long de la route qui relie Alès à Montpellier. Seul le cimetière et la mairie apparaissaient entre les deux quartiers. En commençant par celui de Vielle, nous allons déambuler dans les rues du village pour retrouver quelques photos des habitants ou souvenirs de la vie de cette époque. Cette première maison a été habitée début des années 70 par un artiste peintre dessinateur de renommée internationale, Marc Ardus. Après le décès de Franck Arterade en 1955, c'est Yves, son fils, et ensuite Gilbert Laurent, son gendre, qui reprendront jusqu'en 1963 le fermage sur l'exploitation de Madame Irle Granger. C'est devant cette remise où, avec la participation des voisins proches, en période de charcutaille, les cochons étaient abattus et dépecés dans la rue. Du cochon, oui. Ben oui. Il était au four. Ben oui, mais tout le monde participait. Ah non, mais c'était... Et après, tu avais les présents, on s'offrait du boudin avec... Voilà, oui, Ben oui, c'était convivial.
Lucien Guiraud, maire de Crespian, de 1935 à 1976, mais aussi conseiller général du canton de Saint-Mamère, va œuvrer pour moderniser la commune. Les réalisations qui verront le jour durant ces années ont la particularité d'avoir été mises en place bien avant d'autres localités, ce qui va donner à Crespian la réputation d'un village précurseur en matière d'innovation. Pour l'éclairage public, le remplacement des ampoules classiques par des lampadaires à tube néon était un progrès spectaculaire pour l'époque, à tel point que certains de nos voisins qualifiaient alors Crespian, avec peut-être une pointe de jalousie, de ville-lumière. Autre chantier, pour des raisons évidentes de sécurité, la démolition des maisons vétustes de Vielle, aux grandes dames des enfants du quartier qui voyaient ainsi disparaître un territoire de jeu exceptionnel. Crespian ne possédait pas de lavoir public, alors tout comme pour les charcutailles et les vendanges, la solidarité entre voisins se manifestait aussi au printemps. À tour de rôle, un charretier se dévouait pour accompagner femmes et enfants au Vidourle, à Vic-le-Fès, et c'est près du gué qui mène au château du Fès que se faisait la grande lessive des draps, rideaux, couvertures, voire laine de matelas. Ces journées de travail, certes conviviales mais fatigantes pour les lavandières, disparaîtront avec l'arrivée des lave-linges. Nous retiendrons de positif les pique-niques pour tous, mais surtout baignades et pêches pour le plus grand bonheur des enfants. Un certain nombre de maisons ne possédaient ni puits ni citernes pour s'alimenter en eau. Certes, la fontaine était d'une grande utilité, mais toujours à la pointe du progrès, le village, bien avant d'autres communes environnantes, va s'équiper en 1956 d'un réseau d'eau potable et d'assainissement. Ce qui va donner la possibilité d'amener l'eau à l'évier dans chaque foyer et d'installer une salle de bain et des toilettes. Ce sera ainsi la fin des corvées d'eau, et notamment pour les habitants de Vielle qui venaient s'approvisionner en eau potable à cette fontaine éloignée du village. Toi, par exemple, tu avais un puits chez toi. Oui. Et elle n'était pas potable, l'eau. Si, on la buvait. Si, c'était potable. On la buvait. Oui. Elle était potable. Mais à l'école aussi, il y avait oui. À l'école, hein. Tu te rappelles pas? Dans le mur. Quand tu rentrais à ta gauche, Oui, il y avait une grande porte à ton époque. Avant l'agrandissement de Guiraud. Oui. Elle était à gauche, la fontaine. Oui, il y avait le pompe. Oui, mais il n'y avait pas de puits, là. Si. Oui. Non, une citerne. Oui, c'est pareil. Une citerne devant la porte. Oui. Elle était potable, l'eau? Non. Oui. La place, autrefois un ancien cimetière moyenâgeux catholique, est restée longtemps dans le village le lieu principal de rencontres et de festivités, tels jeux de ballon, pétanque ou bal public. Tout comme au Mas de Reille ou sur l'aire du Temple, des courses de taureaux y ont été organisées. Passé sur la place les soirées avec le maître. Les parties de ballon. Les boules, le ballon. Contre le mur de la remise, là, il y avait les anciens, il y avait le père d'eau des balais, beau, il y avait Lyotard, Castellane, tout ça à l'hiver.
Oui. Et allez, chacun racontait la sienne, nous on jouait au ballon, des fois ils tapaient un truc d'engueuler, enfin, c'était folklorique, il faut le dire. Et il tombait là. C'est là également que les commerçants ambulants s'installaient. Il y avait le boulanger, oui. Il y avait Granier comme Il y avait Granier pendant la guerre, ou après-guerre. Yves. Quincaillier, Glaise. Glaise. Janine, comme de combat. Janine Vic. Et l'épicerie. Il y avait le poissonnier aussi. celui qui faisait Oui, il y avait un poissonnier. Avec Bernard. Bernard, oui. Pas Bernard. Bernard. Oui, Bernard. Oui, oui. Il y avait Florac aussi, jardinier. Florac, oui. Florac. C'était de Sérignac. De Sérignac. Voilà. Il y avait et la plus ancienne, c'était Baptistine. Oui, Baptistine. Ça, c'était après-guerre, Baptistine. Il y avait aussi Pascal, qui vendait des vêtements, qui était de Kissac. Germain. Il travaillait à la cave. Germain, oui. Germain, nom de Dieu, achetez-moi un petit costume. Il venait Germain, à oui, Mobilette. aussi, oui. Il n'avait pas oui, d'auto, oui. il venait à Il y Mobilette. avait. Tu te rappelles? Oui. Attends, il y avait Avec Sarah Villard Lisa, dans le derrière. jeu. Oui, oui. C'est qu'il y avait Janon pour le boulanger. Oui, oui. Il y avait même Bout. Il y avait Bruno de oui, Vic, là, oui. Et il y avait Bobine aussi, comment c'est qu'il s'appelait? mais- Antoine Barandon qui portait le journal. Oui, oui. Et oui, là, de nouveau aussi, il y avait une gloire, le pauvre. Il est pas la journée. Et Loré. Loré, le facteur. Et l'aurait. L'aurait, oui. Mais c'est-à-dire que là, les commerçants ici, avant il n'y en avait pas ou très peu. Bon, ça a amené mais le ici, commerce oui, ici. Il y avait le bouillon de cru aussi. je vais pas- Bourguet, De Robé. Des trucs en cuivre dessous, et il y avait l'orage, il est remonté en courant, il a été foudroyé. Et soi-disant, mon père était allé le ramasser aussi, il nous avait raconté ça. Oui, il s'appelait Morissette, ouais, c'est oui. ça, ouais. Cette histoire, mon père me l'a racontée. Je me rappelle. 19 ans. Oui, il a dit.
On allumait le poêle. Oui, tous les matins. À tout l'heure, là, c'était. À 8 heures. Oui, il était au milieu. Hein. Non, non, mais tous les matins, on Et descendait on allait gaver. Oui. On allait ramasser les serments de la vigne. Mais oui, de feuillade. Chaque année, c'était réglé ça. Allez hop, une après-midi, toute la classe, on allait ramasser les serments. Et on allumait, et on allumait tout l'heure. On mettait les serments dans le four. Oui, on allumait tout l'heure, là. Et chaque semaine, on était deux. C'était le poêle, et après, on balayait, on faisait la poussière. Ah, mais c'était... Maintenant, de corvée, et puis après, il fallait remplir les encriers dans l'école. Oui. Certains soirs d'été, le cinéma ambulant de M. Pélissier a permis de visionner en plein air quelques films de l'époque projetés, entre autres, sous le préau de l'école, dans la cour de la famille Imbert ou devant le Café Carl. Par la suite, les séances auront lieu dans le foyer communal, construit en 1962, et c'est Aimé Carl qui assurera temporairement la fonction de projectionniste. L'arrivée de la télévision dans beaucoup de familles sonnera peu à peu la fin des projections de films dans le foyer. Bien sûr, d'autres manifestations ont eu lieu dans cette salle, bals, théâtres, conférences, mais aussi des réunions politiques comme en 1966, la venue de François Mitterrand, président national de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste. Plus tard, les sièges fixes en velours seront remplacés par des fauteuils et des tables amovibles, ce qui permettra d'élargir la palette des manifestations, telles entre autres banquets, lotos ou parties de cartes.
Les Cosseries, ce jour-là, pour se déplacer dans le village, avaient emprunté discrètement un charreton hippomobile appartenant à M. Daudet. Hélas, dans la descente du chemin de Vielle, la vitesse ayant gagné les préposés à sa conduite, il s'est écrasé contre le mur de l'épicerie Bro. Ses bras se sont brisés et il a été ramené en l'état sournoisement chez son propriétaire. Inutile de préciser que le lendemain, ce dernier n'est pas venu féliciter les Cosseries et leur équipe. Le relais de la nouvelle station-service, garage puis bar-restaurant a été construit en 1934 par Ernest Sébrard, père de Denise Bagnol. Il est situé sur la commune de Vic-le-Fès, mais il fait aussi partie intégrante de l'histoire des Crespianais. Bien positionné au croisement des deux axes routiers importants Nîmes-le-Vigan et Montpellier-Alès, il a été le théâtre de nombreux événements comme les manifestations des viticulteurs dans les années 60 et bien placé également pour venir encourager occasionnellement les coureurs du Tour de France. En 1955, il fut aussi le lieu de tournage d'une scène du premier film réalisé par Robert Hossein, inspiré d'un roman de Frédéric Dard, Les salauds vont en enfer. Serge Reggiani et Henri Vidal sont des prisonniers en cavale et vont braquer une station-service. La voiture semble rouler, mais en fait elle est filmée à l'arrêt. À côté, un technicien agite une branche pour simuler les ombres qui défilent, et les secousses de la voiture sont produites par deux personnes qui s'agitent debout sur le pare-choc arrière du véhicule. Une d'elles est Robert Guiraud, un Crespianais venu assister au tournage et réquisitionné pour la circonstance. Autre anecdote, Serge Reggiani devait être mordu par un chien dressé à cet effet. Une protection avait donc été posée sur une jambe de l'acteur, mais malheureusement, à la première prise de vue, le chien a choisi l'autre jambe. Mauvais moment pour l'acteur, mais rien de grave. On n'a jamais su à qui imputer cette erreur, au chien ou à l'accessoiriste. Avant de devenir principalement une activité de loisir, la chasse était à l'époque un moyen important pour se nourrir, et elle était pratiquée dans un grand nombre de foyers. À la manière de Tartarin de Tarascon, les exploits de chasse étaient largement commentés et souvent embellis par les chasseurs eux-mêmes. Jean Bagnol, chasseur crespianais, a écrit avec beaucoup d'humour une historiette fantaisiste qui s'intitule « Le sanglier des Grasilles ». Elle met en scène Jean Pérez qui décrit à un auditoire de chasseurs son propre face-à-face avec un énorme sanglier. Jean-Luc Bagnol, le fils de Jean, a bien voulu nous lire la fin de cette histoire que l'on qualifiera de bagnolesque à défaut d'être pagnolesque. Le pauvre semble dire « C'est le Jeannot, je suis foutu, je suis foutu ». À ce moment, j'épaule mon fusil, lentement, et toujours le sourire aux lèvres, je tire, pan. Peu cher, mes amis, jamais, au grand jamais, un coup pareil. Ma balle avait tranché dans sa marche infaillible la patte arrière et l'oreille du même coup. Quelle blague, s'écrie l'auditoire, à d'autres ton histoire. Sont là les vielles, les compans, les puèches, les plans, etc. Mais jamais on n'a vu Pérez interdit. L'air calme, sur un ton de dédain, il répondit « Je ne comprends pas que ce tir vous épate. Le coup, oui, le coup, si naturel, s'explique bien pourtant. Lorsque je l'ai tiré, l'animal, perplexe, hésitant, se grattait l'oreille avec la patte. »
C'est ici qu'en 1956, Ivan Garrigue, un des premiers possesseurs d'un récepteur TV, a invité tout le village à venir regarder chez lui une émission incontournable de l'époque, La Piste aux étoiles. Pour de nombreux Crespianais, c'était une première, la découverte de la télévision. C'est sur cette banquette, située sur l'ancien emplacement de la maison Boudon, que les habitants du quartier du Chemin se réunissaient les soirs d'été pour retrouver un peu de fraîcheur. Les vapeurs d'essence ne les gênant absolument pas pour discuter et refaire le monde tout en regardant passer les voitures sur la route nationale. Et moi à la maison, mon père et mon oncle, ils parlaient que patois. Entre eux, ils parlaient que patois. Là où il était apprécié par tout le monde, c'est parce qu'il chantait très bien. Quand il chantait, Ah oui. Et puis après, il chantait en patois. Et c'était vrai. Enfin, je veux dire, c'était quelque chose de vrai.
quand j'allais chez Mbert à côté, quand je passais par la cour, je rentrais par la cour, quand je laissais le portail ouvert, Jean à chaque fois il me disait ferme le portail que les mouches rentrent. Pas mal. Et la cause. Il est comme ministre. Elle est connue, la cause. La cause, oui. Ah, il s'accale la cause. Va, il passe à la cause. C'est Albert qui disait ça. À 4h du matin, il arrivait les chevaux. Oui, oui, oui. Et il était comme hiver à 4h du matin, et Ah oui, lui, là, là-bas, là, c'était un esprit qui était en face, il ne pouvait pas dormir. La bourre, tu te rappelles Oui, la oui. bourre? Ils sont bourrés de toi. Ils sont bourrés de toi. Ah oui, 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 non, mais je te dis Les ça. frères, hein. Les frères, oui. Eh oui, Ferdinand, Gabriel. Et quand ils allaient à Nîmes, ils allaient voir un peu les comédies. Ah oui, là-bas. oui. Ciao, Et ils disaient- ciao Galila. Ouais, il disait, une fois, il allait vendre la chèvre. Hein. Ah oui. Il disait, ai mangia la cabra e mai lo cabestre. Ah non, je te dis, c'était des Le trucs. cabestre, c'était le collier. Mais oui, c'était ça. Ah non, mais c'est. Puis le tout, c'était beau parce que tout était beaucoup en patois. Oui. C'était. Parce que tous parlaient patois pratiquement. Hein. Bernard Sauveur, il parlait sûrement pas patois. Ah non, c'est pareil. Tu parles de Fesquin. Oui.
les années 50, les jeunes du village, certains soirs d'été, pratiquaient un jeu plus bête que méchant. Ils récupéraient une peau de lapin et l'empaillaient pour lui donner une vague ressemblance avec un lapin vivant. La nuit venue, à proximité du mas d'oreille, ils se cachaient dans le fossé le long de la route nationale et, au moment où un véhicule arrivait, ils faisaient à l'aide d'une corde traverser la route à la dépouille du lapin. Souvent, la voiture s'arrêtait et le chauffeur descendait du véhicule pour récupérer le gibier qu'il pensait avoir tué. Bien sûr, ils ne trouvaient rien, si ce n'est des jeunes qui rigolaient de leur farce, laquelle, on sans doute, pouvait être plus ou moins appréciée. Ce jeu était un peu stupide, mais pas d'incident grave si ce n'est quelques moments de stress. Comme par exemple, un soir ce n'est pas une voiture qui s'est arrêtée, mais l'autobus d'un club de rugby, lequel venait d'arroser la victoire d'un match joué l'après-midi même. À la grande frayeur des jeunes Crespianais, c'est une équipe tout entière de solides gaillards bruyants qui est descendue du véhicule. Possibilité de représailles, mais finalement les rugbymen ont apprécié et après avoir camouflé leur bus, ils sont restés sur place pour tester à leur tour sur une nouvelle victime ce jeu qu'on appelait le coup du lapin. Cette scène nous a été rapportée par un participant de l'époque, Vincent Garrigue. Un soir d'été 1968, un jeune chanteur-guitariste fait une halte à Crespian. Il improvise un mini-récital accompagné d'un mémorable apéritif au Petit Nice, le bar du camping. Ce jeune artiste encore inconnu s'appelait Bruno Brel et il était le neveu du grand Jacques Brel. Plus de 50 ans plus tard, en 2021, au Salon de la biographie de Nîmes, il présente un livre qu'il a écrit sur son oncle. Il nous a confié qu'il gardait un souvenir intact de cette belle soirée, chaleureuse et conviviale, et en particulier de l'excellent accueil reçu de la part de Maurice et Aimé Blangy. Nous arrêterons là ce retour sur un passé un peu oublié, mais il faut savoir que cette période des 30 glorieuses se terminera en 1973, date du premier choc pétrolier. Les Français sont inquiets parce qu'ils se réveillent d'un trop beau rêve. Même en tenant compte des malheureux, des pauvres, des vieillards et des déshérités, en gros, la vie française était une vie de facilité et de bonheur, même si les Français ne s'en rendaient pas toujours compte. On a passé un moment de la vie qui a eu une grande évolution en tout et pour tout, et puis je souhaite qu'il y en ait encore pour les générations futures, mais ils auront des obstacles.